Arctic Liquid Freezer 2 était l'une des meilleures glacières au monde, sinon la meilleure. Maintenant, voici le refroidisseur Arctic Liquid Freezer 3 de 420 mm et nous allons voir à quel point il est bon. Vous allez probablement aimer ça, allons-y. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour vos fenêtres? Découvrez Yuki via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez yuki.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Il s'agit donc du modèle à RGB 420 mm et ce que vous obtenez dans la boîte est le rad, évidemment la pompe, la tête de pompe, ce qui est très intéressant, nous verrons cela dans un instant, le montage des accessoires. Les ventilateurs sont en fait déjà montés sur le radiateur et je vais les rapprocher de vous. Mais en réalité, ce que j'ai derrière ici est l'ancienne version. Il s'agit donc de Liquid Freezer 2 et l'une des choses que vous pouvez voir est que les ventilateurs se ressemblent exactement. Ils n'ont donc pas réellement amélioré les ventilateurs. Il y a toujours les mêmes ventilateurs de 140 mm. La seule chose que nous pouvons voir qui est différente est le radiateur. Vous pouvez voir que le matériau du radiateur ressemble un peu à une sensation métallique et est très lisse et mat. Celui-ci est plus brillant, le nouveau est plus brillant. Et si nous regardons les radiateurs de ce côté, ils me ressemblent également beaucoup. Peut-être que les ailerons sont un peu plus tendus sur l'ancien et moins tendus sur le plus récent. Et si vous regardez les rayons sur le dessus, ils ont tous deux une épaisseur de 38 mm. L'épaisseur des radiateurs n'a pas vraiment changé. Ils utilisent probablement simplement un matériau légèrement différent ou un matériau de revêtement différent pour ces radiateurs. Maintenant, ce qui a changé, c'est le bloc pompe. Et si vous regardez ces tubes ici, ces tubes semblent bien plus flexibles que les plus anciens. Les plus âgés, nous avions ce genre de tube qui était gris et avec des lignes sur le dessus. Nous avons maintenant des tubes noirs et les tubes sont beaucoup plus flexibles. Les tubes ne peuvent pas se tordre du radiateur sur le bord. C'est donc toujours la même chose. Mais ils sont un peu plus flexibles quant à la façon dont ils s'expriment. Sur les anciens, nous avons ici de longues extrémités ou fixations métalliques qui empêchent les tubes de fléchir. La tête de pompe est également un peu différente. Donc, si nous regardons la zone, vous pouvez voir que la nouvelle zone, la superficie est plus grande que l'ancienne. Quelques millimètres, peut-être même 5 mm de plus sur un côté. Je n'ai vraiment pas aimé l'ancienne tête de pompe qui ressemblait un peu à un look très Batman. Beaucoup de formes différentes. Je n'aime pas tellement ça. Désormais, le plus récent aura une tête de pompe comme celle-là, qui est beaucoup plus minime et bien plus agréable. Ça m'a l'air beaucoup plus sympa. Maintenant, les tubes se plient un peu sur la tête de pompe elle-même. L'ancienne version l'avait absolument directement ici. Il n'y a eu aucun pliage de ceux-ci. C'est comme ça qu'ils sont entrés. Mais maintenant, avec les nouveaux, vous disposez d'un petit ajustement de l'orientation du tube. Il y a en fait un ventilateur sous cette tête de pompe. Vous pouvez voir que ce sont les aimants et ce sont les connecteurs ou points de connexion. Et il y a une connexion magnétique qui se connecte là-bas. Et vous pouvez voir qu'il y a un ventilateur en dessous ici qui vous permettra de refroidir vos VRM sur la carte mère. Nous allons donc voir exactement comment cela fonctionne. Mais cela ne raconte pas toute l'histoire de ce qui est différent dans cette glacière. Parce que la façon dont vous installez ce refroidisseur et le montez sur votre prise est la plus différente que j'ai jamais vue. Ce que j'ai ici, c'est la carte mère Asus Z790 Creator Wi-Fi sur laquelle nous effectuons tous nos tests. J'ai mis le 14900K là-dedans juste pour que nous puissions vraiment l'étendre à son maximum. Mais la façon dont vous montez ce refroidisseur est à l'intérieur, vous avez des vis et d'autres supports. Je pense que les kits de montage à M5 sont là. Mais si vous montez votre refroidisseur sur le LG A1700, donc c'est la 12e, 13e ou 14e génération, peut-être même la 15e génération, alors vous obtiendrez quelque chose comme ça. Donc, fondamentalement, Arctic comprend un cadre de contact avec le refroidisseur. Vous n'avez donc plus besoin d'un cadre contractuel supplémentaire. Comment cela fonctionne? Vous allez obtenir cet outil ici et vous voyez cette petite flèche là-dedans.
Donc ça tombe bien, ça va aller en bas là. Nous allons donc simplement retirer ce cadre de contact. Je tiens le cadre arrière à l'arrière de la carte mère car il tomberait en ce moment. Donc tout ce que vous avez à faire c'est de remettre ça ici. Ce qui est différent, c'est que si vous essayez d'utiliser ces vis argentées fournies avec la carte mère, les vis d'origine ne conviennent pas à ce cadre de contact. Vous allez devoir utiliser ces vis spéciales là-dedans. Et maintenant, c'est d'une tête Phillips qu'il nous faut. Droite. Et assurez-vous de le serrer en forme d'étoile, en faisant doucement le tour pour que votre processeur ne tombe pas d'un côté ou de l'autre ou ne subisse pas trop de pression d'un côté ou de l'autre. Ok, et j'ai en quelque sorte atteint le point dur maintenant et je ne peux pas aller plus loin. Ces vis sont donc très serrées. Et ce cadre est désormais absolument solide. Maintenant, le changement de CPU est un peu plus compliqué. Et si vous effectuez de nombreux changements de processeur, cela prend un peu plus de temps. Mais votre CPU aura un meilleur contact avec cela. Lorsque vous regardez cette orientation maintenant ici, nous pouvons littéralement constater qu'il y a deux vis déjà pré-appliquées là-bas. Et ils s'alignent sur les côtés et vous pouvez installer votre glacière comme ça. Mais avant de faire cela, nous devons appliquer de la pâte thermique. Et le refroidisseur est livré avec MX6. Je vais juste nettoyer le processeur avec un peu d'alcool, en m'assurant qu'il n'y a rien dedans. Fait intéressant, article dit que vous devriez appliquer de la pâte thermique comme ça, que vous faites un X sur votre CPU. Essayons donc comment cela va fonctionner. N'oubliez pas qu'il y a un film en dessous, alors assurez-vous de le retirer. Oh, c'est du cuivre joliment poli là. Et puis, je vais aligner ça là-dedans. Juste comme ça, utilisez un tournevis et vissez-le doucement d'un côté et de l'autre de manière égale. Ensuite, nous retirerons cette peau ici. Avant de mettre la tête dessus avec des aimants, il y a quelques en-têtes différents dans la boîte qui vient. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons contrôler séparément le collecteur VRM de la pompe ainsi que ses ventilateurs ici. Il y a donc une sorte de prise pour connecteur de ventilateur à l'intérieur ici. Donc de ce côté, on peut brancher l'un ou l'autre de ces câbles. L'un d'eux ira simplement au CPU. Et lorsque vous le placez sur l'en-tête du processeur, cela contrôlera toute la pompe. Le VRM et les fans dans un seul en-tête, en gros. Ou si vous souhaitez séparer et contrôler toutes ces choses séparément, vous pouvez également le faire. Nous allons donc installer le câble le plus sophistiqué et le brancher sur le côté. Et puis ces câbles sortent par le côté comme ça. Et ils sont joliment étiquetés. Il y a donc un fan de VRM. Donc pour le moment, je vais mettre les ventilateurs comme des en-têtes de processeur, n'est-ce pas? Ainsi que les VRM sur les en-têtes du CPU. Le VRM agira donc exactement comme le connecteur du ventilateur du processeur et la pompe que nous allons insérer dans le connecteur AIO. La pompe va donc fonctionner à 100%, puis les ventilateurs vont s'ajuster en fonction de la température du processeur, à la fois les ventilateurs VRM et AIO. Et puis nous avons un en-tête à RGB, que nous allons mettre là comme ça. Allumons donc ce PC. D'accord, nous avons le 4900K ici et le processeur tire actuellement 104 watts maximum. Et notre limite de puissance est de 253. Nous pouvons donc l'ajuster là-bas. Nous allons donc mettre PL1 et PL2 en illimité. Et puis cette fenêtre de temps maximale également. Et voyons si les températures sont bonnes. Faisons une seule course. Revenez ici. Regardons. D'accord. 336 watts. Nous n'aimons pas vraiment ça. 100 degrés et limitation thermique. Droite. Mettons là les limites d'Intel. Mettons 250 watts sur les deux. Réinitialisons cela et voyons 250 watts. Il fait 24,2 degrés ici. Essayons encore une fois. Regarde ça. 300 watts. Nous venons de tirer. Pas de limitation thermique. Tout ce que j'ai fait, c'est régler le radiateur de cette façon. Et j'ai émis peut-être un huitième de tour sur la plaque de contact réelle. Sur la prise. Et maintenant,
Nous consommons 300 watts et nous ne procédons pas à une limitation thermique. Vous voyez, aucun des cœurs n'est à limitation thermique. Maintenant, ouvrons-le un peu plus. 315. Gardez à l'esprit que c'est actuellement au-dessus des limites d'Intel sur le 14900K. Il faudrait que ce soit 253. Mais parce qu'Asus propose une amélioration multicœur, nous pouvons donc voir jusqu'où nous pouvons nous en sortir. Droite. Essayons encore une fois. Maintenant l'étranglement thermique. Mais alors non. Au début 315 watts. Et puis maintenant, nous ne le sommes plus. Juste pendant une seconde, nous l'avons fait. Mais tous les cœurs essaient de passer aux versions 5.5, 5.4. Et nos températures centrales sont tout à fait correctes. 60 quelque chose. Nous examinons donc uniquement les températures à cœur P car les cœurs E sont tout à fait corrects. Et essayons encore une fois. 39 254. 5.5. Certains de ces P-Core 5.4 et 4.4. Et vous pouvez voir que nous ne limitons pas la température à 315 watts. C'est dingue, mais parce qu'il s'agit d'un radiateur si massif et qu'il a une densité de refroidissement si élevée. Il y a beaucoup de chaleur que cela peut observer. Donc ce que je vais faire, c'est mettre cela à 300 watts. Et mettons 10 minutes et voyons si nous sommes en limitation thermique. D'accord. Le troisième, nous étranglons thermiquement juste un petit peu. Pas idéal. Ils sont comme 5,4, puis certains d'entre eux 5,3 avec accélérateur thermique juste un petit peu au début. Mais ensuite ça continue. Je veux voir à quoi ressemble l'application de la pâte thermique et voir si nous pouvons approuver un peu. Comme vous pouvez le constater, l'application de la pâte thermique est plutôt bonne. On se touche assez bien au milieu puis un peu moins sur les côtés. On dirait qu'il y a 300 watts de refroidissement là-bas. Il n'y a absolument aucun problème. L'accélérateur thermique a été légèrement modifié, ce qui a provoqué le Pico 7. Oui, à 96 degrés. De façon intéressante. Vous voyez, nous étranglons légèrement la température, puis nous nous en allons. Je ne sais donc pas pourquoi cela se produit. C'est vraiment très sympa. Vraiment bien cependant. À 300 watts, cela refroidit également les VRM. Je veux dire que 300 watts est une consommation d'énergie ridicule qui n'a vraiment pas de processeur en stock. Mais c'est une chose vraiment cool. Il y a beaucoup de trous et pouvez-vous voir que nous ne le limitons pas thermiquement. Booster comme un peu les manettes thermiques, mais maintenant, ce n'est plus le cas, tout va au maximum. Ce qui est intéressant, c'est que ces ventilateurs sont vraiment silencieux car ils mesurent 140 mm. Ils ne font pas autant de bruit que le radiateur de 360 mm. Habituellement, les glacières qui se ferment feraient un bruit horrible si près. Et si je sens le radiateur n'est pas chaud non plus. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de limitations thermiques. Il reste encore beaucoup de capacité thermique à céder. Donc encore une chose, je voulais tester le vrai ventilateur VRM. Et si cela fait une différence ou si cela apporte réellement quelque chose au système. Et j'ai été très surpris. Voici donc les deux tests que j'ai effectués. Tout d'abord, lorsque celui-ci est resté toute la nuit et qu'il est complètement froid. Pas de chaleur dedans. J'ai retiré le ventilateur parce qu'on peut faire ça très simplement mais juste en cliquant dessus et là, il n'y a plus de plaisir. Laissez cette pompe fonctionner comme ça. Et puis je laisserai ce processeur fonctionner à 253 watts sur Cinebench R23 pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes on peut voir quelles sont les températures du VRM car elles sont vraiment maintenant poussées au maximum. Ils ne vont généralement pas aussi loin dans l'utilisation habituelle du système, car votre processeur ne sera pas très consommateur. Vous n'êtes pas obligé d'injecter autant de puissance. Mais après 30 minutes, je l'ai testé et je peux voir 80 degrés signalés par l'application du matériel. Si je prends une photo avec la caméra thermique réelle, je peux voir que la température extérieure maximale était de 74 quelque chose comme ça degrés. J'ai éteint le PC puis je l'ai laissé reposer quelques minutes. Il a refroidi un peu, mais lorsque je vérifie les VRM, je peux toujours sentir qu'ils sont plutôt chauds, donc ils ne sont pas froids comme avant. Ensuite, je remets le ventilateur en marche et je le laisse faire exactement la même chose pendant les 30 prochaines minutes. Et puis après 30 minutes, j'ai vérifié à nouveau, les résultats sur le logiciel indiquent 64 degrés maximum après 30 minutes. Ce qui est 16 degrés de moins que sans ventilateur. Ce qui est absolument fou. Et la caméra thermique à l'extérieur montre que nous avons entre 74 degrés et environ 61 degrés au point de température maximale. Cela représente donc des températures inférieures de 16 degrés simplement à cause de ce ventilateur sur ces VRM,
ce qui rendra l'ensemble du système un peu plus bas et de meilleure température pour votre processeur en termes de fourniture d'énergie et le reste. Ainsi, ce ventilateur fonctionne réellement et maintient vos VRM au frais, ce qui est une fonctionnalité très intéressante. En faisant le test, une autre chose que j'ai remarqué à propos de ce refroidisseur de 420 mm est que ce refroidisseur, parce qu'il est si massif, que sa masse thermique réelle est très grande car 420 mm et le radiateur est également épais, il a beaucoup de capacité de refroidissement. Ce qui signifie que le radiateur ne chauffe pas autant et a constamment de la place pour refroidir le processeur. Dans certains des refroidisseurs plus petits comme ceux de 360 mm, 280 ou moins, ils n'ont pas beaucoup de masse, ce qui signifie que vous commencerez à avoir des vitesses de ventilateur plus élevées. En fait, c'est un refroidisseur très silencieux et je n'ai pas de mesure par rapport à certains autres, mais lorsque j'ai fait le test avec certains des refroidisseurs de 360 mm, je peux certainement entendre et voir que celui-ci est beaucoup plus frais et c'est à l'extérieur du boîtier. Si je mets à l'intérieur du boîtier, ce sera encore plus frais, ce qui est très sympa. Et j'ai la pompe tout le temps à une vitesse de 100%, vous pourriez en fait avoir une pente également pour qu'elle aille plus vite lorsque nous obtenons des températures plus élevées et ainsi de suite afin que vous puissiez la rendre encore plus silencieuse, ce qui est très intéressant. Maintenant, il y a d'autres cas qui sortent avec un support de radiateur de 420 mm de fractal dont vous savez que je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais il est absolument incroyable, alors restez dans les parages pour celui-là. Donc, avoir une bête absolument géniale avec un refroidisseur de 420 mm, c'est génial et je pense que c'est le meilleur refroidisseur de 420 mm du marché. En fait, cela pourrait-il être la meilleure glacière en général? Je veux dire potentiellement. Alors, la nouvelle glacière Arctic Freeze 3 vaut-elle la peine d'être achetée? Je pense que c'est très intéressant en raison du prix, de la garantie de 6 ans et de ce que vous obtenez avec la glacière. Si vous ne voulez pas d'ARVB, vous pouvez acheter moins cher avec uniquement la version noire que j'obtiendrai probablement. Nous n'avons pas besoin d'ARGB là-bas, une version noire est tout aussi bonne et un peu moins chère. Désormais, les versions 360 mm et 280 à 40 mm sont également disponibles, voire 120 également. Quelle que soit la taille dont vous avez besoin, Arctic a ce qu'il vous faut et j'aime beaucoup plus la nouvelle tête de pompe que la précédente. J'aime que nous bénéficions d'une longue garantie, j'aime le fait que nous ayons un refroidisseur de 420 mm et que nous obtenions un cadre de contact avec celui-ci qui coûte en réalité entre 15 et 20 $ ainsi que ce que vous payez pour cela. Donc, en termes de prix, les performances sont absolument folles et les performances réelles sont également impressionnantes. Je veux dire, qui a besoin de plus de 250 watts de refroidissement? Nous avons 260 watts et c'était tout à fait bien, sans aucun problème. 270 watts représentait parfois une limitation thermique, mais je suis très impressionné par ce refroidisseur. Je l'aime beaucoup, je pense qu'il y a eu une nouvelle amélioration et vous en avez beaucoup plus pour votre argent. Si vous voulez le vérifier, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Si vous souhaitez vous constituer la meilleure banque pour travailler ou créer un PC, consultez-le dans la description vidéo ci-dessous. Faites-moi part de votre avis sur cet Arctic Liquid Freezer 3. D'ailleurs, ce n'est pas la dernière glacière qu'Arctic va sortir très prochainement. J'en ai un autre là-bas mais je ne peux pas en parler, alors restez pour celui-là car il est également très intéressant. D'accord? Merci les gars d'avoir regardé, je vous retrouverai dans la section commentaires ci-dessous, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Toi,